Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Cette semaine, direction le Royaume-Uni en pleine campagne pour les législatives, l'occasion d'étudier de près le système éducatif britannique et d'assister à un débat électoral organisé par des lycéens très militants. L'actuel gouvernement britannique est à l'origine d'une initiative controversée, les Free Schools, ou écoles libres. Des établissements d'un genre nouveau, financés par l'État mais gérés de manière autonome. Alors en quoi ces écoles sont-elles différentes des autres établissements ? L'école libre de Canary Wharf a été l'une des toutes premières à ouvrir en septembre 2011. Située à Tower Hamlets, un quartier défavorisé de Londres, elle se démarque en tout point ou presque des établissements des environs, 20 élèves maximum par classe et une journée d'école plus longue. J'ai pris le risque de choisir cette école parce qu'il y a moins d'élèves par classe qu'ailleurs. Et puis c'est une expérience palpitante, les programmes sont passionnants, ils sont différents, nouveaux. Ma fille parlait français à 4 ans, elle savait lire aussi à 4 ans et maintenant elle me chante des chansons en chinois. Souplesse dans l'application des programmes et autonomie dans la gestion des inscriptions et de leurs finances, une liberté d'action décriée par certains alors que 400 écoles libres ont vu ou verront prochainement le jour grâce notamment au soutien du réseau caritatif Nouvelles Écoles. Les écoles libres reçoivent exactement le même financement par élève que n'importe quelle autre école. La différence réside dans le fait qu'elles décident elles-mêmes comment gérer leur budget. Les fonds sont directement alloués par le gouvernement central et non par les autorités locales, comme c'est le cas pour les écoles classiques. Et c'est cette liberté d'action qui a séduit Sarah Counter quand elle a décidé de créer la Canary Wharf, un projet qu'elle n'aurait pas pu réaliser au sein du système scolaire traditionnel. Le défi quand on ouvre une école comme ça, c'est d'être capable de travailler avec des gens qui vous permettront de penser différemment. Et c'est toute la difficulté quand on vient du système traditionnel. Les écoles libres peuvent également recruter le personnel de leur choix, y compris des enseignants non diplômés s'ils sont motivés, et trouver des sources alternatives de financement. Point non négociable en revanche, pour s'implanter, elles doivent avoir l'aval de la communauté locale. Pour ouvrir une école libre, vous devez remplir un cahier des charges de 100 pages et le soumettre au gouvernement. Vous devez définir votre projet éducatif, avoir un plan de financement et détailler le profil de ceux qui dirigeront l'établissement. Mais le plus important reste d'apporter la preuve que votre projet bénéficie du soutien des parents d'élèves du quartier. Certaines des écoles libres sont confessionnelles. C'est le cas par exemple de la Canary Wharf qui réserve à ce titre 50% des places à des élèves d'obédience chrétienne, un critère jugé discriminatoire par plusieurs hommes politiques. Faux, répond l'école, puisque l'autre moitié des places est ouverte à tous. D'ailleurs, les parents se bousculent pour inscrire leurs enfants. Notre collège de Canary Wharf est si populaire que nous avons reçu 6 fois plus de candidatures qu'il n'y a de places disponibles. Et la deuxième école que nous avons ouverte, 5 fois plus. Ce qui fait de nous l'établissement le plus populaire de tout Tower Hamlets. Nous répondons à un vrai désir des parents. Malgré la grande diversité des établissements scolaires au Royaume-Uni, tous les enseignants ne trouvent pas leur bonheur, d'où un turnover important dans les écoles publiques. Quels sont donc les défis que doivent relever ces enseignants et pourquoi certains finissent-ils par jeter l'éponge ? La journée d'un enseignant commence souvent bien avant de se rendre à l'école et Jérémy, 31 ans, ne changerait ce rituel pour rien au monde. Sa vie a changé du tout au tout il y a 3 ans quand il a réalisé qu'il était fait pour ce métier. Une aubaine pour le système scolaire britannique en manque de personnel. Après 2 jours de formation pratique, je me suis retrouvé dans une classe à attendre l'arrivée de 30 élèves âgés de 14 ans. J'étais là, assis dans ma classe, et je me souviens que je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Heureusement, mon école proposait un programme d'accompagnement fantastique, mais tous les établissements ne peuvent pas en dire autant. Selon une étude publiée récemment par un syndicat d'enseignants, près de 40% des professeurs fraîchement diplômés quitteraient leur poste 1 an à peine après leur formation, en cause une charge de travail et une pression démesurée. Les enseignants travaillent extrêmement dur et se mettent une pression énorme. Un jour, j'ai travaillé dans une école où le personnel restait dans la salle des profs jusqu'à 22 ou 23 heures tous les jours. Au début, les jeunes enseignants arrivent à tenir la cadence, mais ils ne peuvent pas continuer ainsi toute leur carrière.
Après avoir enseigné 3 ans dans le public en Angleterre, Emma a préféré partir à l'étranger et travailler dans une école internationale. Ça change complètement la vie de ne plus enseigner dans le système public. Quand j'étais encore en Angleterre, vers la fin, je tombais souvent malade. Je ne me sentais pas bien physiquement. Mon corps cherchait sûrement à me dire de lever le pied et que je ne pourrais pas continuer encore longtemps dans ces conditions. Les changements de programme et l'accent mis sur les inspections menées par l'Ofsted, l'organisme de contrôle du système éducatif britannique, compliquent le quotidien des enseignants. Chaque école passe son temps à attendre le coup de fil de l'Ofsted et cela crée un climat de paranoïa. En plus de cela, il y a tout le système des examens et la pression que subissent les écoles pour avoir les meilleurs résultats possibles. Ce n'est pas du tout motivant pour nous et le risque, c'est que les enfants ne deviennent que des chiffres. Daniel a lui aussi quitté l'école publique pour travailler comme consultant. Il aide entre autres les lycéens à se préparer à intégrer les meilleures universités et les écoles à moderniser leurs programmes. Ce qui me dérangeait le plus quand j'étais prof, c'était d'avoir toujours à me concentrer sur la préparation des élèves pour les examens. Je sais que les écoles sont sous pression, mais à l'avenir, il faut proposer des enseignements plus ouverts, plus internationalisés. Jérémy, lui, préfère voir le verre à moitié plein. Pour moi, rentrer dans ma classe chaque jour et entamer une nouvelle leçon est une expérience passionnante. Aider des jeunes à apprendre des choses intéressantes sur le monde et les aider, j'espère, à construire un avenir meilleur, c'est quelque chose de vraiment palpitant. À l'approche des élections britanniques, les écoles entrent dans la danse. Les élèves, à l'image des vrais candidats, débattent et tentent de mobiliser un électorat très indécis. Alors feront-ils mieux que leurs aînés ? C'est le jour J pour ces apprentis candidats, celui du grand débat électoral avant le scrutin. Comme les membres des vrais partis politiques en course pour les législatives, ils ont tout préparé, profession de foi, affiches et un argumentaire béton pour allier le maximum d'électeurs à leur cause. De nombreux élèves sont très politisés sans même le savoir. En organisant ces fausses élections, je voulais faire le lien entre opinion politique et engagement sur le terrain. Je pense pouvoir convaincre beaucoup de gens pendant le débat en démontant les arguments de mes adversaires et en montrant ainsi que les conservateurs sont dans le vrai. Il va y avoir beaucoup de polémiques, surtout de la part des conservateurs. Patience, on verra bien ce qui va se passer. Bienvenue à cette simulation de débat. Nous parlerons immigration, éducation et abaissement du droit de vote à 16 ans. 6 partis sont en lice, les travaillistes, les conservateurs, les libéraux démocrates, les verts, les indépendantistes du UKIP et le très décalé et pourtant très officiel parti foudingue monstrueux. Nous, les Verts, nous voulons bâtir une société plus égalitaire et plus juste. On ne peut pas faire confiance aux conservateurs pour traiter les gens équitablement. Les travaillistes, eux, vont nous tirer trop à gauche, trop d'emprunts, trop de dépenses publiques qui risquent de compromettre la reprise économique. Le parti foudingue monstrueux entend apporter un peu de joie dans ces élections. Tiens, je n'ai pas parlé des libéraux démocrates, mais qui les connaît d'ailleurs? J'en ai assez, les conservateurs et les travaillistes se battent toujours. Aucun d'eux ne règle les problèmes qui s'accumulent. Vous devez voter pour le changement. À l'issue du débat, ce sont finalement les travaillistes qui l'emportent haut la main. Le débat a été un franc succès. Il était temps que les gens arrêtent de critiquer les anciennes politiques des travaillistes. Comme prévu, travaillistes et conservateurs ont croisé le fer. Les élèves sont très impliqués, ils ont des tas de choses à dire. Et c'est pour ça que la question de l'abaissement à 16 ans de l'âge de vote a tellement été débattue ici. Si c'était le cas, l'école aurait un rôle important à jouer dans l'éveil des jeunes à la politique et ce serait une très bonne chose pour la démocratie. On devrait pouvoir voter à 16 ans, parce que beaucoup d'entre nous sont matures à cet âge. Les exclure du processus électoral et agir comme si les jeunes ne s'intéressaient pas à la politique pose problème.
À vous maintenant, que pensez-vous du système éducatif britannique? Tient-il la comparaison avec les autres systèmes à travers le monde? Postez vos commentaires sur nos pages des réseaux sociaux et à bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.